et je propose qu'on rentre dans le vif du sujet sur ces webinaires. Je vous rappelle que ces webinaires ont deux objectifs finalement. Partager des résultats avec vous parce que vous nous donnez des informations concernant votre diabète, la manière dont vous le vivez et nous, ça nous apporte des informations extrêmement importantes pour faire progresser la connaissance de cette maladie. Donc l'idée, c'est de vous faire redescendre un petit peu ces informations parce que ce n'est que justice, hein, vous donner les résultats et puis également recueillir avec vous des nouvelles idées à développer et ce sera la toute fin de cette présentation où on recueillera peut-être des nouvelles idées, mais ce sera vraiment à la dernière partie. Et puis à chaque fois, dans chaque webinaire, on a un expert qui vient développer une thématique et là, nous avons choisi pour cette version de webinaire de parler des greffes d'îlots, un sujet qui est très moderne, qui a une actualité brûlante. Et pour ça, nous avons invité une experte, le professeur Sandrine Lablanche, qui interviendra en deuxième partie et donc elle se présentera à ce moment-là. Mais je vous propose dans un premier temps de rappeler les grands objectifs de cette étude SFDT1 qu'on rappelle un peu à chaque fois, mais on les réactualise. Et je vous propose de passer à la diapositive suivante. Donc en fait, c'est donc un projet qui a été initié par une société savante qui s'appelle la Société francophone du diabète. Et il faut qu'il y ait un garant réglementaire de toute étude. Ça s'appelle un promoteur et que le promoteur est une fondation qui est la Fondation francophone pour la recherche sur le diabète. La suivante. Et donc, cette étude, comme vous l'avez compris, ne marche que parce qu'il y a des personnes qui travaillent à plein temps et qui ont à cœur de porter ce projet, qui ont été présentées. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Donc, je vais vous reprendre les points clés du projet que beaucoup d'entre vous, vous connaissez déjà très bien, donc qui sont les suivants. Donc en fait, l'idée, c'est de recruter de nombreux patients vivant avec de nombreuses personnes qui vivent avec un diabète de type 1, enfants et adultes. Et donc on recrute les personnes qui sont intéressées, qui sont adultes ou enfants, et qui ont un diabète de type 1 qui répond à une définition très simple, hein. C'est très classique. C'est un diabète qui démarre avant l'âge de 35 ans et qui nécessite une insulinothérapie immédiate. Il y a bien sûr des gens qui ont dépassé 35 ans, mais le point essentiel, c'est qu'ils aient démarré le diabète avant l'âge de 35 ans, y compris à l'âge pédiatrique. Et donc, cette étude avait l'objet de répondre à de nombreuses questions qui concernaient le diabète. Mais pour qu'elle soit possible, il fallait bien sûr qu'on ait des garants éthiques. Et donc, cette étude est passée devant un comité d'éthique et par d'autres instances d'autorité qui nous ont autorisés à le faire, et notamment la Commission nationale informatique et liberté. Et l'idée, c'est de vous suivre activement pendant 10 ans et d'échanger avec vous pendant 10 ans. Vous voyez que le temps passe vite. Et puis, on a aussi la possibilité d'avoir accès à la base de données de la sécurité sociale. Et ça, ce sera possible pendant une durée plus longue de 30 ans. La suivante. Donc, pour répondre à toutes ces questions sur les complications du diabète, sur la manière dont vous vivez avec le diabète, sur les données de mesure continue du glucose, les données connectées, on a différentes sources d'informations. Là, bien sûr, les données médicales qui sont recueillies quand vous voyez votre médecin, et ceci, ce sera fait tous les 3 ans. Vous avez donné, beaucoup d'entre vous, l'accord pour qu'on ait un prélèvement du sang qui est mis au frigidaire, et de temps en temps, lorsqu'il y a des nouvelles idées de scientifiques pour essayer de détecter des nouveaux marqueurs précoces de complications, eh bien, on décongèle les tubes et on fait les analyses pour voir s'ils sont corrélés à différents événements. L'idée, c'est d'identifier des marqueurs de manière à détecter précocement les gens qui seront à risque ou pas de faire des complications. Et puis, nous, on s'intéresse énormément à la psychologie des patients, à la sociologie des gens. Est-ce que le stress lié à la maladie, eh ben, ça peut impacter et je sais que nous savons tous en consultation que c'est un élément extrêmement important. Et on va corréler ces questionnaires qu'on vous envoie tous les mois et qui sont extrêmement précieux pour recueillir ces informations aux données de mesure continue du glucose, avec les données de capteurs qui sont captées, qui sont recueillies grâce aux prouesses techniques de Sanoya. Et puis, comme je vous le disais, on a la base de données de la sécurité sociale qui nous donne énormément d'infos sur la consommation de soins, sur les hospitalisations, sur les événements de santé. Et puis enfin, on a ces webinaires de partage qui sont extrêmement précieux pour nous parce on a cœur à échanger avec vous les avantages, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien dans cette étude. Ça nous permet d'évoluer avec vous.
la diapositive suivante. Laura l'a bien précisé et je le redis, vous êtes les bienvenus pour poser des questions et Laura est là pour nous interrompre, éventuellement Maxime ou Mathilde, pour remonter des questions pour pouvoir poursuivre ces échanges. Est-ce qu'il y a des questions après cette première partie qui résume cette étude que beaucoup d'entre vous connaissez déjà? Alors, on a juste eu, 2 ou 3 fois la question sur quand est-ce qu'a débuté, l'étude et puis après il y avait des questions sur la greffe d'îlot, mais je les réserve pour tout à l'heure. Alors l'étude a démarré, alors ça, en fait, elle a commencé à être pensée en 2017, mais ça prend beaucoup de temps pour monter une étude. Et le premier patient a été inclus à Dijon, c'était une femme, en juin 2020. Donc nous sommes à 3 ans de l'étude. Et donc Emmanuel va nous donner un petit peu des points d'actualité des CFDT1. Mais Laura, il y avait d'autres questions ou pas à ce stade? Le nombre de patients inclus aujourd'hui, mais Manu va y Ça, répondre, c'est le juste travail après. d'Emmanuel. Donc moi, je me mets au Voilà, repos j'arrive. pour l'instant. Au travail, Manu, c'est à toi. Voilà, je vais vous raconter un petit peu ça où on en est. Et juste, je m'excuse d'avance parce qu'à 19h15, je dois vous quitter. Mais il y aura toute l'équipe avec vous. Mais voilà. Donc, je vais vous donner un peu quelques actualités. Donc, vous voyez qu'on est à 4 ans à peu près d'inclusion. D'ailleurs, il y a des premiers participants qui sont en visite numéro 2, puisqu'on a prévu des visites avec vos soignants tous les 3 ans. Je n'ai pas diapo pour vous donner le nombre d'inclus. Voilà. Regardez, quand même, on a atteint 2852 participants. On a une montée en puissance actuellement. On a de plus en plus de centres ouverts. Vous voyez, 59 centres sur la France, essentiellement en métropole, mais on est en train d'étendre sur l'outre-mer. Vous avez 41 ans en moyenne pour les adultes. On a 178 enfants. Et on vous parlait des questionnaires auxquels vous pouvez répondre tous les mois et vous êtes 2 tiers à répondre aux questionnaires, ce qui est excellent. On vous remercie beaucoup. Et d'ailleurs, on vous montrera quelques résultats autour de ces questionnaires. Ici, vous avez la répartition en hommes et en femmes et vous allez voir qu'on va en reparler tout à l'heure. Pour les adultes, on a un petit peu plus d'hommes que de femmes. Pour les enfants, c'est l'inverse, plus de filles que de garçons. Et la moyenne d'âge chez les enfants est de 12 ans. Et vous voyez qu'on va de 6 à 17 ans et que notre doyen ou doyenne, j'avoue que je ne sais pas, a 85 ans. Donc c'est super. Est-ce qu'il y a des questions du coup, Laura, sur à cette partie? Non, alors j'ai une question qui peut être intéressante. Que faire quand en gros, le praticien qui nous suit part à la retraite? Alors en fait, c'est les centres hein, qui incluent. Donc c'est un centre avec plusieurs investigateurs. Donc en général, il n'y a pas de souci puisque le relais est pris par un autre diabétologue. On a aussi prévu que si vous déménagez, puisqu'il y a beaucoup de centres dans toute la France, vous puissiez changer de centre en ayant toujours votre même numéro patient, parce que vous savez que toutes vos données sont complètement anonymes dans la recherche. Aussi, je peux vous répondre à la question si vous l'avez. Je suis un enfant ou j'ai un enfant qui participe et qui devient adulte, il va re-signer un consentement et participer en tant qu'adulte. Et on fera bien le relais avec son dossier d'avance, qui est intéressant, évidemment. J'en Je sais pas profite pour si- saluer, nous Ouais. avons le record d'assistance à nos webinaires à 200 patients, donc on est vraiment ravis de ça et j'espère que vous ne serez pas déçus. Je pense que Sandrine Lablanche a probablement participé à ce succès, mais en tout cas, merci à tous d'être là. Alors, on va passer la parole à Guy Faglardi. Il va nous parler un peu de la qualité de vie. Et je te passe la main. Merci Emmanuel et effectivement encore bonsoir à tous et bonsoir aux 200 participants. On a pris l'habitude dans ces webinaires de vous partager quelques chiffres clés que, que l'on analyse actuellement pour des projets de recherche et on voulait vous les restituer ce soir. Et aujourd'hui, on a choisi le thème de la qualité de vie puisque c'est un thème qui est, comme l'a dit Jean-Pierre en introduction, un des thèmes prioritaires de la recherche dans la cohorte SFDT1 pour savoir quel est l'impact d'un diabète de type 1 sur la vie au quotidien, sur les activités de la vie courante. Et donc, on a un questionnaire qui est administré, son petit nom scientifique, c'est EQ5D5L, qui est un questionnaire qui est très largement utilisé en recherche épidémiologique pour évaluer la qualité de vie de participants dans des études. Et donc, on a fait aujourd'hui quelques petites analyses qu'on veut vous restituer. Donc, si tu veux bien passer à la prochaine slide.
Dans toutes les questions que vous avez à répondre dans l'étude SFDT1, il y en a une qui est une échelle de 0 à 100 pour donner une indication sur votre état de santé général, votre qualité de vie générale, votre bien-être. Quand c'est 0, ça ne va pas du tout, et quand c'est 100, c'est la meilleure vie possible. Et donc, on s'est demandé comment se positionnait la population SFDT1 par rapport à la population française générale. Donc, pas forcément avec une maladie, pas forcément avec un diabète, vraiment la population générale. Et donc, en fait, le score important à retenir, le chiffre important, c'est que lorsqu'on demande ça aux Français en général, le score est de, si tu veux bien passer à la prochaine slide, merci, est de 74. Donc, en fait, les Français en général se note avec en moyenne un score de 74 sur 100, ce qui correspond à vraiment une bonne qualité de vie en moyenne. Évidemment, c'est une moyenne, donc il y a des gens qui sont en dessous, des gens qui sont au-dessus. Mais ça, c'est la population française. Maintenant, on a aussi pris l'habitude de proposer des petits quiz dans ces webinaires. Et donc, on va vous laisser répondre à une question que Hervé va vous faire apparaître dans quelques instants, qui est la suivante. Maintenant, dans la population avec un diabète de type 1, pensez-vous que la qualité de vie des personnes qui vivent avec un diabète de type 1 est supérieure à celle de la population générale, égale à celle de la population générale ou inférieure à celle de la population générale? Donc, parmi tous ceux qui ont répondu au petit quiz là en live, il y a 50% qui pensent que la qualité de vie d'une personne qui vit avec un diabète de type 1 est inférieure à celle de la population générale, 40% qui pensent que c'est à peu près la même, c'est égal, et 10% qui pensent que c'est supérieur à la population générale. Alors, si on ferme le résultat du sondage, on se rend compte que le score dans l'étude SFDT1 est de 71 en moyenne, c'est-à-dire que vous vous positionnez quasiment au niveau de la population française générale. Il n'y a pas une énorme différence, c'est légèrement inférieur en moyenne, mais on a été très content de voir ce chiffre, puisque en moyenne, vous avez la même qualité de vie que les personnes qui vivent dans la population générale française. Alors là encore, évidemment, ce sont des moyennes, c'est-à-dire que vous ne vous reconnaissez pas forcément dans ce chiffre. Peut-être que vous vous mettriez au-dessus aujourd'hui ou alors en dessous, ça dépend évidemment de plein de facteurs, mais en moyenne, la population SFDT1 se positionne quasiment au niveau de la population française. Alors, on va encore vous partager 2-3 chiffres avant de passer la main et de passer au sujet suivant. Laura, si tu veux bien avancer. On a détaillé un peu cette histoire de qualité de vie, parce qu'il n'y a évidemment pas que cette échelle de 0 à 100 qui nous informe sur votre qualité de vie. Il y a d'autres questions, et on en a choisi 2 ce soir. Donc la première, c'est encore une fois une autre manière d'interroger sur la qualité de vie, qui est, voilà, en général, ma qualité de vie est, si tu veux bien afficher, s'il te plaît, merci, bonne, très bonne, ni bonne ni mauvaise, ou mauvaise, très mauvaise. Et vous voyez ici le chiffre quand même assez important, qui est que 74% de la population se considère ayant une bonne ou très bonne qualité de vie, et 20% se disent ni bonne ni mauvaise, c'est vraiment moyen. Et il y a 6% d'entre vous qui considèrent qu'ils ont une qualité de vie détériorée, ils répondent mauvaise ou très mauvaise. Sur la slide d'après, on a encore d'autres infos à vous partager. On vous a posé la question, si jamais je n'avais pas eu de diabète dans ma vie, est-ce que ma qualité de vie serait meilleure, moins bonne ou pire qu'une vie sans diabète? Et donc voilà les réponses au questionnaire que vous avez participé. Et évidemment, 91% d'entre vous estiment que votre qualité de vie serait meilleure s'il n'y avait pas de diabète dans votre vie. Ça a un impact évidemment sur votre vie au quotidien. De manière intéressante, il y a quand même 7% qui pensent que la qualité de vie, c'est la même. Le diabète de type 1 n'a pas d'impact majeur sur la qualité de vie. Ce serait la même chose s'il n'avait pas de diabète. Et puis, il y a 1,5% d'entre vous qui pensent que le diabète les a aidés à avoir une meilleure qualité de vie et qu'elle serait pire s'il n'y avait pas de diabète. Donc, je pense que ça, c'est des informations moyennes, générales de la population qui peuvent peut-être vous parler. N'hésitez pas à réagir dans le chat si vous avez des commentaires par rapport à ces chiffres globaux. Et en tout cas, je ne sais pas, Laura, s'il y a des questions. Oui, j'ai des questions. Est-ce qu'on dispose d'une évaluation de la qualité de vie antérieure aux pompes à boucle fermée qui daterait de l'an 2000?
Alors, dans l'étude SFDT1, non, il y a d'autres études dans la littérature où il y a des informations sur la qualité de vie. Mais c'est sûr que là, actuellement, par exemple, on est en train de regarder justement l'impact des modalités thérapeutiques, des types de traitements sur la qualité de vie et sur d'autres aspects psychosociaux. On peut notamment mentionner ce qu'on appelle la détresse liée au diabète, qui est un facteur un peu différent de la qualité de vie, mais qui est quand même malgré tout relié. Et on est en train d'étudier, notamment avec une doctorante en sciences, qui regarde les facteurs associés et quels sont les profils associés à plus ou moins une qualité de vie élevée ou plus ou moins de détresse liée au diabète. Et les traitements, évidemment, les mises sous pompe, l'utilisation des lecteurs de glycémie en continu et pour ceux qui sont équipés d'une boucle fermée, sont des facteurs majeurs qui jouent sur ces paramètres-là, mais ce ne sont pas non plus forcément des solutions qui répondent à tous les problèmes dans la vie avec un diabète de type 1. Et donc, on est en train d'analyser ces chiffres. On n'a pas encore des résultats définitifs à vous partager, mais on les partagera certainement dans les prochains webinaires. Et est-ce que je peux, Guy, rajouter un tout Bien petit sûr. point? Bien sûr. C'est des très bonnes questions que vous posez parce que ça apparaît vraiment dans vos très bonnes réflexions, je trouve, que les progrès thérapeutiques ces dernières années ont changé la qualité de vie. Et la boucle fermée, est un élément qui, comme l'a étudié Guy avec l'étudiante dont il a parlé, améliore vraiment la qualité de vie. Maintenant, il faut rajouter que dans SFDT1, il y a eu une inclusion depuis 2020. Et c'est l'époque où ça démarrait à peine, c'était l'époque Covid 2020. Donc la boucle fermée, elle s'est vraiment développée surtout en 2022 en fait. Et donc en fait, la très grande majorité des résultats qui sont indiqués ici sont obtenus à partir de personnes, vous, qui n'étiez pas encore tous, loin de là, sous boucle fermée. Donc c'est déjà un progrès et des résultats qui sont plutôt favorables avant la boucle fermée dans la très grande majorité. Et on peut penser qu'avec la généralisation de la boucle fermée, ça va encore s'améliorer. Dans ces résultats qui sont présentés aujourd'hui, il faut imaginer qu'il y a à peu près 10% seulement des participants SFDT1 qui ont une boucle fermée. Tout le reste sont sous multi-injection ou sous pompe seule. Et donc, évidemment, ce qui sera intéressant, ça sera de regarder l'évolution de ces paramètres de qualité de vie et de détresse au fil du temps avec l'évolution de la cohorte SFDT1. Et Laura, je ne sais pas s'il y a d'autres choses à mentionner maintenant. Alors, ces différentes estimations sont-elles affinées sur la classe d'âge et la durée du diabète? Alors oui, et bien sûr, ça encore, c'est une très bonne question, c'est très pertinent. On vous a donné aujourd'hui les chiffres moyens sur toute la population qui participe à SFDT1, mais ensuite on regarde plein de paramètres pour savoir si les hommes ou les femmes ont des qualités de vie ou des détresses liées au diabète différentes, si en fonction des catégories d'âge, en fonction de la catégorie socio-professionnelle, tous ces paramètres-là sont évidemment étudiés en interaction. Là, ce serait évidemment trop long pour vous raconter tout ça, mais on prend évidemment tous ces facteurs en compte. Et peut-être juste une dernière question, peut-on avoir les réponses qu'on a apportées à un moment donné au questionnaire pour justement se situer par rapport à vos comptes rendus de conférences? Alors ça, peut-être que Hervé ou Naïma, vous avez un élément, mais normalement, il y a un droit d'accès aux données qui est intrinsèque par le RGPD. Bien sûr. Comment ça pourrait se passer pour accéder aux données individuelles? Ça serait une chose très intéressante effectivement à faire. Aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas prévu dans l'interface, notamment parce qu'on voulait éviter les biais d'alignement, des nouvelles réponses par rapport aux anciennes. Mais effectivement, en soi, ça pourrait être effectivement quelque chose de très intéressant. C'est une très bonne idée à noter que l'on puisse récupérer les questionnaires des mois passés afin de peut-être effectivement avoir une prise de conscience ou voir entre guillemets ces réponses. Tout à fait. Ce n'est pas immédiatement disponible, mais ça serait quelque chose de tout à fait pertinent. Merci de la question. Merci Hervé. Vu que le temps file, je propose qu'on avance. En tout cas, merci à tous pour vos commentaires. Et puis, je vais repasser la main à Emmanuel qui va vous raconter quelques chiffres supplémentaires sur son travail actuellement avec nos amis allemands. Du coup, en fait, quand on vous parlait des visites répétées tous les 3 ans, ça, c'est quelque chose d'important, justement, pour voir l'évolution des choses avec les progrès, etc. Ici, on a eu la chance de faire une étude avec l'Allemagne. Donc, en Allemagne, il y a un registre qui est très important, mais qui n'est pas aussi fourni que la cohorte à laquelle vous participez, à SFDT1. Mais on a fait un travail ensemble pour essayer de regarder comment étaient pris en charge les personnes qui vivent avec un diabète de type 1 en Allemagne et en France. Et on s'est demandé aussi s'il y avait des différences suivant qu'on était une femme ou un homme.
Alors, du coup, on va vous montrer juste un exemple et on va passer à la prochaine diapo. Du coup, juste pour vous présenter un petit peu, au moment où on a fait l'étude, donc on a pris des données des premiers patients qui étaient inclus dans SFDT1. C'est à droite, on était à 1200 patients, 54% d'hommes, vous voyez. Et en moyenne, sur les premiers inclus, on était à 23 ans de suivi de diabète. Dans la cohorte allemande, on a beaucoup plus de patients, un peu moins précis, en tout cas, enfin, pas dans des centres aussi focalisés qu'en France, dans les premiers centres incluants. Aussi une proportion d'hommes de 54%, 32 ans, ils sont plus jeunes et ils ont un diabète depuis moins longtemps. Et ma question, ça va être autour de l'équilibre glycémique. On a regardé l'HbA1c. Vous savez que l'HbA1c, c'est une mesure c'est l'hémoglobine glyquée aussi. C'est la mesure qu'on fait au sang qui montre la moyenne de l'équilibre glycémique sur les 3 derniers mois. Et on a essayé de regarder si c'était identique chez les hommes et chez les femmes. Est-ce que, en gros, les femmes seraient mieux équilibrées que les hommes ou l'inverse? Et je vous propose de parier sur ça. Donc, d'après vous, est-ce que, en général, le diabète de type 1 est mieux équilibré chez les femmes ou chez les hommes, ou est-ce que c'est identique? On vous laisse répondre. Alors, c'est intéressant de regarder à la fois en Allemagne et en France. Vous verrez que les résultats sont identiques, même si on a un âge un petit peu différent. Et autre chose, quand on fait ces études, on ne partage pas vos données, c'est-à-dire que les Allemands ont analysé leurs données en Allemagne. Nous, on a analysé les données des participants de SFDT1 en France, dans les centres sécurisés. Il n'y a aucun partage, aucun des données. Et encore une fois, tout est anonyme. Donc, 49%, vous pensez que c'est les femmes qui seraient mieux équilibrées, 20% les hommes, et identique 31%. Je vous propose qu'on regarde ça. En réalité, c'était exactement pareil. Vous voyez, en Allemagne, l'hémoglobine glyquée était à 8% chez les hommes et 8,1% chez les femmes. C'était pas différent, d'accord? Et en France, pardon, c'était 7,9% et 7,8%. Il n'y avait pas de différence non plus chez les hommes et chez les femmes. Donc tout le monde a gagné et c'est parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Du coup, Laura, éventuellement. Alors, je n'ai pas eu de question sur cette partie. J'en ai beaucoup pour la greffe d'îlot, mais pas C'était très clair. Il n'y a pas de question. Bon, c'est cool. Voilà. Juste pour vous dire, on compare aussi d'autres choses. C'était intéressant de regarder éventuellement les autres facteurs qui peuvent influencer les problèmes avec les artères, etc. Et par exemple, le tabac, qui est-ce qui gagne? C'est les femmes qui fument moins que les hommes, heureusement. Voilà. Donc, ça reste vrai, ça, que les femmes fument moins que les hommes, par exemple. Bon, on va passer du coup à la suite, Et puisque tout le monde est juste un impatient. point, Emmanuel, Ouais. est-ce qu'il n'y a Ouais. pas de biais de participation? Alors, biais de participation, pas vraiment, parce que là, on prend toutes les données données par les centres. Donc, l'HbA1c, je pense pas on pense pas que les personnes, nous, on le voit dans ma patientèle, dans les patients que je vois à qui je propose l'étude, en pratique, pratiquement tout le monde a envie de participer parce que c'est vraiment chouette qu'on fasse enfin une étude sur le diabète de type 1. Et du coup, j'ai pas des patients qui seraient mal équilibrés et qui voudraient pas participer à cause de ça. En tout cas, moi, c'est mon impression. Je sais pas, Jean-Pierre, si tu as la même chose, la même impression, que les personnes qui seraient moins bien équilibrées participeraient moins. Oui, je pense qu'il y a effectivement, à mon avis, un petit biais de sélection, mais ça, à mon avis, ça concerne, à mon avis, les gens dans les zones très, très extrêmes du déséquilibre, à mon avis. Il y a une question vraiment intéressante et vraiment, je trouve que la personne qui pose cette question a bien ciblé la personne à qui il la pose. C'est-à-dire, toi, la personne posée, à mon avis, s'adresse à un des spécialistes au monde de cette question. La question est la suivante. J'aurais pensé que les cycles féminins perturbaient plus que ça le taux d'hémoglobine glyquée. Et là, vous parlez à la personne dans le monde qui a étudié ça, c'est le professeur Emmanuel Cosson, et on a le privilège d'avoir sa réponse. Voilà, donc en fait, on a fait une étude pour essayer de voir, confirmer ça. C'est-à-dire qu'on avait l'impression cliniquement, quand on avait des patientes avec un diabète de type 1
qui nous parlaient et on avait certaines qui nous disaient, mais moi, avec le cycle, il y a mes taux de sucre qui augmentent, qui diminuent et ça me gêne. Et du coup, on a utilisé la mesure continue du glucose, mais pas l'HbA1c. Comme je vous ai dit, l'HbA1c, c'est les 3 derniers mois. Et donc, du coup, il y a 3 cycles en moyenne dedans. Donc, tout va être mixé dans l'équilibre glycémique. On ne pourra pas dire, bah, tiens, au moment des règles ou avant les règles ou etc. Donc, nous, on a fait avec la mesure continue du glucose et on a pu estimer les périodes pendant le cycle menstruel et regarder bah, les taux de sucre, en fait, suivant que on était avant les règles ou après les règles. Et ce qu'on voit, c'est que avant les règles, il y a plutôt une augmentation des taux de sucre et au moment des règles, du début de cycle, ça diminue assez rapidement et ça concerne à peu près 2 tiers des femmes que nous avons pu étudier. Voilà. Ben, merci beaucoup Manu et Guy pour ces données. Merci à vous tous pour les échanges. Et donc, il y a des échanges entre participants, ce qui est vraiment très bien. C'est vraiment l'objet de ces webinaires, c'est d'échanger entre nous, comme vous le faites. Et vraiment, on est vraiment ravis. Aujourd'hui, on a vraiment un grand privilège, c'est d'accueillir le professeur Sandrine Lablanche, qui est professeure de diabétologie à Grenoble et qui est une spécialiste de beaucoup de domaines, mais notamment les greffes d'îlots. C'est un sujet qui est très brillant et on l'a vu dès le démarrage de ce webinaire, il y a énormément de questions qui sont suscitées par cette thématique et je propose d'emblée lui passer la parole pour qu'elle nous apporte des éclaircissements sur ce sujet. Sandrine, merci beaucoup de venir et je te laisse la parole. Merci, merci Jean-Pierre, merci à tous et puis merci de me donner l'opportunité d'être avec vous pour ce webinaire SFDT1. Je suis épatée du nombre et de la dynamique qu'il y a dans la boîte à questions et les échanges riches et pertinents. Donc, je suis ravie d'être là avec vous. Donc, on m'a demandé de vous faire un point sur la greffe d'îlot. Où est-ce qu'on en est actuellement? Quelles sont les indications? Quels sont les résultats à attendre de la greffe d'îlot? À quelle patients ça peut être proposé? Et puis, quel va être un petit peu le futur de cette technologie? Diapositive suivante. Alors, juste pour, voilà, je pense que c'est des éléments que vous avez bien, mais c'est important de se rappeler à quoi il y a le diabète de type 1, parce que finalement, c'est ça qui va expliquer la finalité de la greffe d'îlot. Alors, le diabète de type 1, je vous rappelle, c'est une maladie auto-immune, hein, c'est le système immunitaire qui va attaquer les cellules bêta, et les cellules bêta, c'est les cellules qui sont dans l'organisme responsables de la sécrétion et la fabrication de l'insuline. Ces cellules bêta, elles sont contenues dans une structure anatomique qu'on appelle les îlots de Langerhans, qui contiennent un certain nombre de cellules, des cellules bêta qui sécrètent de l'insuline, et puis d'autres cellules, dont les cellules alpha, qui sécrètent le glucagon, dont vous avez certainement entendu parler. Diapositive suivante. Alors, vous êtes bien placé pour savoir que actuellement, à date, on ne guérit pas le diabète de type 1. Et actuellement, la très grande majorité d'entre vous sont traités par insulinothérapie et on a différentes modalités de traitement et d'administration de cette insulinothérapie, soit les stylos à insuline, soit des traitements de type pompe sous-cutanée insuline, voire boucle fermée. J'ai vu qu'il y avait des questions sur la boucle fermée. On pourra peut-être en toucher 2 mots à la fin de la présentation. Donc ça, c'est le traitement commun, actuel. Quand on est diabétique de type 1, on est traité par insulinothérapie sous-cutanée. Il y a une autre modalité de traitement qui existe, qui est la greffe, avec actuellement 2 possibilités en France, soit la possibilité d'une greffe de pancréas, organe, où on va greffer la totalité du pancréas, soit la possibilité de bénéficier d'une greffe d'îlot, où là, on ne va plus bénéficier d'une greffe du pancréas dans sa totalité, mais on va extraire les îlots de Langerhans qui contiennent les cellules bêta, et on va simplement, entre guillemets, greffer ces îlots au receveur.
Diapositive suivante. Alors, juste quelques mots sur la différence entre les deux techniques, greffe de pancréas et greffe d'îlot. La greffe de pancréas, c'est pratiqué depuis très très longtemps, plus d'une vingtaine d'années. C'est une technique chirurgicale qui est très bien maîtrisée, mais par contre qui est très lourde, hein. C'est une chirurgie qui, la plupart du temps, va se compliquer. Et on a 20% on dit morbimortalité, ça veut dire qu'à 5 ans, on va avoir 20% des patients qui auront fait une complication ou qui seront décédés à la suite de cette chirurgie. Donc, ce n'est pas rien. Quand on est greffé du pancréas, on part pour, en général, un bon mois d'hospitalisation. Et ce n'est pas une hospitalisation tranquille, hein. Il y a des infections, il y a un certain nombre de complications à la chirurgie. Donc, c'est un traitement qu'on fait quand on en a besoin, mais voilà, c'est un traitement qui est lourd sur le plan chirurgical et qui se complique. Et c'est ça qui a poussé les équipes de recherche à développer un traitement alternatif à la greffe de pancréas, qui est la greffe d'îlot. Diapositive suivante. Alors, le principe de la greffe d'îlot, il est assez simple sur le principe. C'est greffer au patient diabétique de type 1 les îlots de Langerhans qui contiennent les cellules qui sont capables de sécréter de l'insuline. Diapositive suivante. Alors, très simplement, comment est-ce que ça se passe? On va prélever le pancréas, organe, d'un donneur en état de mort encéphalique, comme on le fait pour n'importe quel type de greffe, que ce soit une greffe de cœur, une greffe de poumon, une greffe de foie. Eh bien, on va aller prélever le pancréas. Ce pancréas, il est ensuite emmené dans ce qu'on appelle une unité de thérapie cellulaire, où on va faire subir à ce pancréas un procédé un petit peu particulier qui va permettre de récupérer uniquement les îlots de Langerhans qui contiennent les cellules sécrétrices d'insuline, et on va se débarrasser de tout le reste, de tout ce qui ne nous intéresse pas. Les îlots sont ensuite conditionnés dans une poche, comme une poche de sang. La poche, ensuite, elle est confiée à une équipe de greffe qui va convoyer en ambulance les îlots jusqu'au centre de greffe où attend le receveur. Comment ça se passe sur le plan du geste technique? On n'est pas du tout sur une technique chirurgicale, hein. Le patient, le receveur, n'est pas au bloc opératoire, il n'est pas sous anesthésie générale, il est en salle de radiologie interventionnelle, il est conscient, on fait simplement une anesthésie locale. Et comment on procède pour injecter ces îlots? Eh bien, par échographie, on va repérer la grosse veine qui s'appelle la veine porte qui vascularise le foie. On va piquer dans cette veine porte et on va injecter les îlots dans cette grosse veine. Les îlots vont être ensuite emportés par le flux sanguin et ils vont aller s'implanter au niveau du foie. Et puis, au bout de quelques jours, parfois quelques semaines, le temps qu'ils remettent en route un petit peu leur connexion, ils vont se remettre à sécréter de l'insuline. Donc, retenez que la greffe d'îlot, son principal avantage, c'est que c'est une technique qu'on appelle mini-invasive en comparaison avec la greffe de pancréas organe. Ça nécessite entre 3 à 5 jours d'hospitalisation. C'est une technique qui se complique assez peu sur le plan du geste. On va piquer dans cette grosse veine, la veine porte. Donc, on peut avoir des saignements au moment du geste. On peut avoir un peu trop de coagulation et un caillot ensuite qui se forme au niveau de la veine porte. Mais globalement, c'est une technique qui se complique assez peu. Les patients sortent assez rapidement sans complications majeures après la greffe. Diapositive suivante. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de résultats, la greffe d'îlot? Alors, pour bien comprendre en fait le profil actuel des patients qu'on greffe, les patients qu'on adresse actuellement, on en dira ensuite 2 mots, c'est des patients qui ont un diabète extrêmement sévère. C'est à la fois des patients qui sont
pas suffisamment équilibrés, hein, qui ont une hémoglobine glyquée qui est au-dessus de 7%, mais ça ne suffit pas pour être greffé d'îlot. Pour pouvoir être greffé d'îlot, il faut subir des événements métaboliques fréquents, invalidants, c'est-à-dire faire des acidocétoses, des hypoglycémies sévères ou des comas hypoglycémiques à répétition, malgré voilà, une prise en charge diabétologique intensive, optimale. C'est des patients qui, quoi qu'on fasse pour eux, quel que soit le traitement, quel que soit l'investissement que peut mettre soit le patient et l'équipe de diabétologie qui l'accompagne, va faire des comas hypoglycémiques, des hypoglycémies sévères. Donc, c'est ce profil-là de patients qu'on greffe actuellement. Donc, la population de patients avant greffe, on en a 10% qui ont une hémoglobine glyquée en dessous de 7%, et la très grande majorité d'entre eux, 90% des patients, font des comas hypoglycémiques à répétition. Lorsqu'on regarde comment vont ces patients 1 an et 5 ans après la greffe d'îlot, eh ben, ils vont bien mieux. 80% d'entre eux ont une hémoglobine glyquée à l'objectif à 1 an, et à 1 an, 90% d'entre eux ne font plus de coma hypoglycémique, et on est sensiblement sur le même type de proportion à 5 ans. Donc, ce qu'il faut retenir sur la greffe d'îlot, c'est que la greffe d'îlot va permettre de stabiliser les glycémies du patient. Elles vont permettre d'atteindre, pour la très grande majorité d'entre eux, une hémoglobine glyquée à l'objectif. Et surtout, et c'est notre principal objectif quand on greffe les patients, la greffe d'îlot va leur permettre d'être complètement protégés des hypoglycémies sévères et des comas hypoglycémiques. Diapositive suivante. Voilà, ça c'était juste pour imager ce que donne la greffe d'îlot dans la vraie vie, en fait, hein, avec des données glycémiques, des données de capteurs de patients. Donc, sur le haut de l'image, vous avez le tracé superposé des tracés journaliers d'un capteur d'un patient avant greffe, et on voit que le diabète est loin d'être équilibré. On est plutôt sur un versant hyperglycémique, mais en même temps avec une grande variabilité glycémique d'un jour à un autre, avec une alternance d'hyperglycémie et d'hypoglycémie, et puis un patient qui faisait hypoglycémie sévère sur hypoglycémie sévère avec des comas hypoglycémiques. Le tracé que vous avez en dessous, c'est les glycémies du patient une quinzaine de jours après la greffe d'îlot. Donc on voit qu'on a quasiment complètement normalisé les glycémies. Le patient est quasiment à 100% dans la cible, et on a plus du tout d'hypoglycémie, et bien entendu plus du tout de coma hypoglycémique et d'hypoglycémie sévère. Diapositive suivante. Alors, ça, c'est globalement les résultats qu'on peut obtenir pour la greffe d'îlot. Cette greffe d'îlot, on a eu la chance en France, parce qu'on est assez peu dans le monde à pouvoir bénéficier d'un remboursement de la greffe d'îlot. On a eu en juillet 2020 un avis favorable de la Haute Autorité de Santé pour le remboursement de la greffe d'îlot. Néanmoins, des indications ont été définies qui sont assez strictes. Peuvent bénéficier d'une greffe d'îlot les patients qui ont un diabète de type 1 et qui sont greffés d'un rein et dont le diabète n'est pas bien équilibré. Alors, pourquoi est-ce qu'on va réserver la greffe d'îlot à ces patients-là? Parce qu'on a des données d'études qui montrent que les patients diabétiques de type 1, lorsqu'ils sont greffés du rein, si leur diabète n'est pas bien équilibré, eh bien, le greffon rénal va s'épuiser plus rapidement. Et on a des données qui montrent que lorsqu'on les greffe d'îlot, on va complètement équilibrer le diabète, et donc on va préserver leur greffon rénal à long terme. Donc ça, c'est la première indication. La deuxième indication, c'est le patient qui vit avec un diabète de type 1, mais avec un diabète de type 1 avec une instabilité très sévère, qui fait des comas hypoglycémiques malgré un traitement optimal de son diabète. Et actuellement, ce qu'on considère être un traitement optimal du diabète, c'est les dispositifs de boucle fermée. Donc, peut être éligible à une greffe d'îlot
le patient diabétique de type 1 qui, malgré un suivi diabétologique intensif, optimal, un équipement par boucle fermée, continue à faire des hypoglycémies sévères et des comas hypoglycémiques à répétition. Diapositive suivante. Alors, juste pour revenir sur ce qu'on considère être un diabète de type 1 instable, voire très instable. Vous êtes très bien placé pour savoir que l'instabilité glycémique et la variabilité glycémique, elle fait partie du diabète de type 1. D'accord? On sait très bien que quand on est diabétique de type 1, il y a une part de variabilité glycémique, il y a des alternances d'hyperglycémie, d'hypoglycémie, il y a une part d'imprédictibilité dans l'évolution des glycémies. Néanmoins, ça ne suffit pas pour pouvoir être considéré comme étant porteur d'un diabète très instable. La Haute Autorité de Santé a défini des critères qui sont les suivants. Pour être considéré comme porteur d'un diabète de type 1 instable, il faut faire des hypoglycémies sévères et dans une proportion jugée importante, au moins 2 hypoglycémies sévères par an. Et l'hypoglycémie sévère, c'est des hypoglycémies qui nécessitent l'injection de glucagène ou le spray de Baqsimi par la famille ou par l'entourage. Il faut que ces hypoglycémies sévères, elles soient associées donc à une variabilité glycémique qui soit irréductible. C'est-à-dire que malgré l'accompagnement de votre diabétologue, de l'équipe de diététicienne, des infirmières, malgré les optimisations de traitements qui ont été faites pour vous, eh bien, on n'arrive pas à améliorer la stabilité de vos glycémies. En plus, il faut que cette variabilité glycémique et que ces événements hypoglycémiques sévères altèrent la qualité de vie. Et puis, il y a une dimension qu'on prend moins en compte, mais ça, c'est plutôt à l'échelle de la société. On sait que les patients qui souffrent de cette variabilité glycémique irréductible, qui ont ces comas hypoglycémiques et cette altération de la qualité de vie, eh bien, c'est des patients qui vont être hospitalisés de façon fréquente, récurrente, et qui vont générer des coûts de santé plus importants. Et donc, il y a un rationnel à leur proposer la greffe d'îlot. Diapositive suivante. Alors, probablement que dans les questions qui vont venir, vous allez me poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne greffe pas tous les patients diabétiques de type 1. Alors, la réponse, elle est mixte. En fait, la définition des indications, de savoir chez qui il est raisonnable de proposer une greffe d'îlot, elle a été basée sur ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque. Quand on est médecin, notre première préoccupation, c'est de ne pas nuire au patient et de ne pas lui apporter plus d'inconvénients que de bénéfices. Et dans la greffe d'îlot, je vous ai présenté les résultats, ça marche très bien, ça donne de très bons résultats, mais malheureusement, cette technique, elle apporte des bénéfices, mais elle apporte aussi des risques et des événements des événements indésirables. On a des risques qui sont liés au geste, je vous en ai parlé. On va piquer dans une grosse veine qui va au foie, donc il y a un risque d'hémorragie au moment du geste. Il y a un risque de formation de caillots au sein de cette grosse veine, et ça peut avoir des conséquences assez sévères. L'autre champ de risque, c'est que pour greffer ces îlots, comme pour n'importe quelle greffe d'organes, actuellement, on a encore besoin d'un traitement immunosuppresseur, c'est-à-dire d'un traitement qui va empêcher votre organisme de rejeter les îlots qu'on va vous greffer. Et ce traitement immunosuppresseur, s'il nous est très utile, il a des effets indésirables, il expose à un risque de cancer, et notamment de cancer de la peau. Comme votre système immunitaire va être mis au repos, eh ben, on a un risque d'infection plus élevé que la population générale et parfois d'infection sévère. Et puis, un risque de troubles digestifs, ce n'est pas ce qu'on redoute le plus, mais en termes, on parlait de qualité de vie tout à l'heure, parfois la qualité de vie sous traitement immunosuppresseur, elle est altérée du fait de ces troubles digestifs qui peuvent être assez importants. Les autres éléments à prendre en compte, c'est aussi les problématiques de pénurie d'organes. Vous savez que
pour greffer des organes, il nous faut des donneurs. Et nous, la difficulté qu'on a en greffe d'îlot, c'est que pour pouvoir greffer un patient, il nous faut entre 2 à 3 pancréas, puisque la technique qui consiste à isoler les îlots, le rendement est encore pas optimal, et que lorsqu'on a un pancréas organe, le rendement fait qu'on ne récupère que 30 à 40% des îlots qui sont contenus dans ce pancréas. Donc, pour greffer un patient, il va nous falloir 2, voire 3 pancréas. Et donc, ça, c'est un facteur limitant qui fait qu'actuellement, on n'a pas suffisamment d'organes pour imaginer pouvoir greffer la totalité des patients diabétiques de type 1 en France. Diapositive suivante. Alors, est-ce qu'on peut espérer dans l'avenir pouvoir greffer davantage de patients diabétiques de type 1? Alors là, la réponse est oui, et un grand oui. Premier élément, c'est qu'on a dans le pipeline de la recherche ce qu'on appelle des sources alternatives aux îlots. L'idée, c'est d'essayer de se passer des îlots humains qui sont très dépendants du nom d'organes et d'essayer d'utiliser d'autres types de cellules bêta, de cellules sécrétrices d'insuline. Alors, pendant très longtemps, on a beaucoup attendu des îlots de porc. Bon, pour l'instant, c'est un peu je dirais en perte de vitesse au profit d'une autre technologie qu'on appelle les cellules souches. Les cellules souches, c'est des cellules qui ont le potentiel, si on leur fait suivre un protocole particulier, de donner tous les types cellulaires de l'organisme. Donc, une cellule souche, si on lui fait subir un protocole donné, elle peut se transformer en cellule musculaire, ou alors elle peut se transformer en cellule du foie, ou alors en cellule sécrétrice d'insuline. Là, les protocoles commencent à vraiment arriver à maturité, et on a une société qui s'appelle Vertex, qui est en train de tester ses premières cellules souches chez l'homme, avec des résultats qui sont extrêmement prometteurs, avec actuellement 6 patients qui ont été greffés avec ces cellules, et des résultats sur le plan du contrôle du diabète et du sevrage d'insuline qui sont vraiment, vraiment très bons. Donc, on est très, très en alerte sur le suivi de cette étude clinique, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup à en attendre dans les mois et les années à venir. Diapositive suivante. L'autre champ de la recherche qui est assez chaud en ce moment, c'est les recherches sur ce qu'on appelle l'encapsulation, que ce soit la macro-encapsulation ou la micro-encapsulation. Alors, le concept, c'est quoi? L'idée, c'est de se dire, ce qu'on veut, c'est de pouvoir se passer de ce traitement immunosuppresseur pour pouvoir greffer un plus grand nombre de patients et ne pas les exposer au risque du traitement immunosuppresseur. Pour faire ça, l'idée d'un certain nombre d'équipes de recherche, c'est d'essayer d'enfermer les cellules dans soit une espèce de grosse boîte, c'est ce qu'on appelle la macro-encapsulation. Donc, il faut imaginer une grosse boîte dans laquelle on mettrait les îlots, et avec des parois qui font une espèce de protection entre les îlots et le système immunitaire. L'autre possibilité, c'est plus de les enfermer dans une grande chambre, mais c'est d'enfermer chaque îlot dans une petite bille de gel, de la même façon à l'isoler du contact avec le système immunitaire. Donc, il y a pas mal d'équipes dans le monde qui travaillent à la fois soit sur la micro-encapsulation, soit sur la macro-encapsulation, et avec des résultats qui commencent à avancer. La principale problématique, c'est l'oxygénation des cellules à l'intérieur, mais les choses avancent, et elles avancent bien, et je pense très honnêtement que la combinaison des cellules souches et des dispositifs d'encapsulation vont très probablement dans les mois et les années à venir nous donner des très beaux résultats, et vont nous permettre de vraiment avancer sur cette technique de greffe d'îlot et de pouvoir démocratiser et ouvrir ce traitement à un plus grand nombre de patients diabétiques de type 1.
dernière diapositive, je crois. Alors, pour ce résumé, et ce que j'aimerais que vous gardiez comme message de notre temps passé ensemble, c'est que la greffe d'îlot, c'est efficace pour stabiliser le diabète, pour protéger les patients contre les hypoglycémies et notamment contre les comas hypoglycémiques. C'est durable. On sait maintenant qu'à horizon de 5 ans, 10 ans, les patients conservent le bénéfice de la greffe d'îlot. C'est remboursé pour l'instant pour certains patients atteints des diabètes les plus sévères et que l'histoire est en marche avec les cellules souches, avec la recherche sur l'encapsulation pour faire en sorte que nous puissions greffer à horizon de 5 ans, je pense, 10 ans, un plus grand nombre de patients diabétiques de type 1. Voilà, je vous remercie, je suis disponible pour les questions. Merci beaucoup, Sandrine. C'était magnifique, de clarté, de pédagogie. Et en fait, il y a eu énormément de questions tout au long de ce webinaire sur ce sujet-là. Mais en fait, à travers ta présentation très didactique, tu as répondu à la quasi-intégralité des questions. Il y avait beaucoup de questions autour des immunosuppresseurs, mais tu y as répondu. Là, comme ça, en lisant les différentes questions, il y a eu il y a eu des questions très pertinentes. Je retiendrai deux peut-être parce que ça revient souvent. Tu as beaucoup parlé des effets indésirables des immunosuppresseurs qui doivent être mis dans la balance. La question est combien de temps on doit prendre les immunosuppresseurs lorsqu'on a une greffe d'îlot? À vie. C'est-à-dire que tant que le greffon est fonctionnel, c'est-à-dire que tant que les îlots et les cellules sécrètent de l'insuline, eh bien, on doit continuer à prendre ce traitement immunosuppresseur. Et si on l'arrête, on va perdre ces îlots et on va perdre cette capacité à fabriquer de l'insuline. Donc, on part vraiment sur un traitement au minimum 5 ans, qui est la durée moyenne voilà, de fonctionnalité du greffon. Mais c'est vraiment un traitement au long cours. Quelqu'un dit bravo pour cette présentation et vive Grenoble. Je m'associe à ces éléments, ces langages. Deux autres petites questions, puis après on va passer à la toute dernière partie de cette présentation. Il y a quelqu'un qui pose une question que je trouve très pertinente, mais est-ce qu'on sait que ça concerne les cellules souches? Est-ce qu'on sait contrôler le développement des cellules souches? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de prolifération? Eh bien, je suis épatée du niveau des questions. C'est vraiment chouette. On a vraiment des patients qui sont, que je trouve qui ont une culture scientifique. C'est top. Effectivement, c'est un des premiers, c'est un des principales préoccupations. Effectivement, quand on a une cellule souche, on va lui faire subir un protocole de différenciation. Et tout l'enjeu, c'est le rendement de ce protocole de différenciation. Ce qu'on souhaite, c'est que sur les 100 cellules souches qu'on a au début, il faut qu'on en ait 100 à la fin. Le risque, c'est que si on en a, je ne sais pas moi, 80% qui sont bien arrivés à l'état de cellules sécrétrices d'insuline et qu'il nous en reste 20 qui sont à des stades intermédiaires, effectivement, le risque de ces cellules-là à des stades intermédiaires, c'est le développement tumoral. Donc, c'est en ça que voilà, ça a été difficile à développer, mais pour l'instant, les protocoles, ils sont vraiment, vraiment avancés et suffisamment avancés, et notamment la société Vertex a probablement dû montrer patte blanche et des résultats assez convaincants pour qu'on les autorise à aller en clinique. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que malgré tout, ce risque de prolifération et de dégénérescence tumorale, il existe, mais si malgré tout, on greffe le patient et qu'il développe une tumeur, il suffit de lui arrêter le traitement immunosuppresseur et le système immunitaire devrait se charger de la tumeur. En pratique, on ne le fait pas parce qu'on ne veut pas prendre ce risque-là pour le patient, mais le risque, il est normalement assez contenu. Et c'est aussi un des avantages et un des objectifs de la macroencapsulation. L'avantage de greffer les cellules dans une macrochambre, c'est pour les protéger du système immunitaire, mais l'idée aussi, c'est de se dire que ça permet de les contenir dans un espace qu'on maîtrise, de pouvoir les surveiller, et puis de se dire que si ces cellules souches qu'on a greffées
venait à se différencier en tumeur, eh ben, il serait bien vite fait de retirer cette macrochambre et on n'aurait pas de risque d'évolution tumorale ou de diffusion tumorale. Mais effectivement, c'est un des points de vigilance, et notamment de vigilance de l'étude clinique là, qui est en cours. Merci beaucoup, Sandrine. L'heure tourne, on a passé le temps, donc on va clore. Je crois qu'on passerait vraiment la soirée à t'écouter sur ce sujet-là. Il y aura encore 1000 questions à te poser. On était vraiment ravis de t'avoir et tu peux, bien sûr, tu es la bienvenue pour rester pour cette toute dernière partie qui est importante. Et je propose à Laura de passer à la diapositive suivante pour la toute fin. Donc en fait, vous savez que vous recevez tous les mois des questionnaires et vraiment ces éléments-là sont extrêmement importants. On étudie énormément de domaines qu'on a un petit peu développés avec vous. On vous a restitué des réponses sur le sommeil, l'activité physique, la nutrition, la qualité de vie, les troubles articulaires. On en a parlé il y a quelques mois là-dessus. Et ça s'appelle les IPRO, hein, c'est ce que vous recevez tous les mois. Et donc la diapositive suivante illustre le fait qu'à travers ces webinaires, vous nous avez donné des idées pour développer des nouvelles thématiques de recherche. Et donc, on est vraiment ravis de cette aventure SFDT1 qui est une participation entre des chercheurs que vous avez entendus et vous-même. Et c'est une participation ensemble de nouvelles thématiques de recherche. Vous voyez les différentes thématiques que vous nous avez suggérées. Alors, en fait, nous, on essaye d'en prendre un maximum, de rechercher des questionnaires validés d'un point de vue international, facile à répondre et de vous les préparer. Donc probablement ces prochains mois, vous aurez des questions sur les thématiques que vous voyez affichées ici. Certaines, vous en avez déjà eu, le sommeil. L'impact sur le cerveau, c'est quelque chose que vous nous avez suggéré et qui nous intéresse énormément. Et vous devriez avoir des questionnaires sur l'impact sur les fonctions cognitives, les troubles digestifs aussi, et j'en passe. Et merci beaucoup de ces partages. Et donc, on voudrait terminer sur une question traditionnelle de chacun des webinaires, sur des nouvelles thématiques que vous auriez souhaité développer au cours de ces questionnaires mensuels. Merci. N'hésitez pas à continuer à vous donner vos idées afin qu'on les incorpore et que cette cohorte soit fidèle à son esprit de construction, c'est-à-dire de co-construction avec vous, les patients et les médecins. Alors, on fait des émules, hein, on présente beaucoup les résultats de cette étude dans des congrès, à nos collègues, etc. Et cet aspect co-construction, partage avec les patients, d'une construction d'un projet de recherche, c'est quelque chose qui est très inédit, qui a probablement beaucoup d'avenir. Et on recueille beaucoup d'enthousiasme sur cette participation. Donc, on vous félicite à travers nos collègues qui nous font remonter beaucoup d'éloges sur cette participation. Donc, merci de répondre sur toutes les idées qu'on n'a pas forcément, parce que vous vivez avec le diabète, donc vous êtes peut-être mieux placé que nous pour savoir quels sont les domaines d'intérêt. De toute façon, Laura va vous rappeler après, mais il y a le site sfdt1.fr et vous n'hésitez pas à contacter l'équipe s'il y a quelque chose que vous n'avez pas pu nous exprimer ce soir, sur lequel vous voulez plus d'informations. Les anciens webinaires sont disponibles sur le site. Vous pouvez aussi nous contacter, toute l'équipe. Je pense que Hervé a déjà dit tout ce qu'il fallait, donc vous n'hésitez pas à venir sur le site SFDT1. On est aussi sur LinkedIn et sur Twitter. On a une page YouTube. On vous met du coup toutes les rediffusions des webinaires qui sont accessibles, donc n'hésitez pas à y faire un tour et à retrouver toutes nos thématiques. On va essayer d'en faire 3 à 4 par an. Le prochain n'est pas encore prévu, mais il sera assurément passionnant comme celui-ci. Donc voilà, je laisse peut-être Jean-Pierre dire le Là, dernier mot de la fin. je dis le dernier mot parce que je lis les messages qui nous touchent énormément sur vos retours. C'est très important pour nous. On a des retours en consultation, on a des retours par vous, mais vous êtes extrêmement précieux pour nous. Et donc, merci d'avoir été si nombreux et nous espérons vous voir encore plus nombreux pour le prochain webinaire. Et nous vous souhaitons une très bonne soirée et une excellente fin d'année et de bonnes fêtes.